Denis Sadek Khalil est né le 1er mars 1921 au Caire, en Égypte, dans une famille juive karaïte. Troisième d'une fratrie de 6 enfants, sa naissance coïncide avec la mort de sa tante Rachel Lisha. Après un parcours scolaire brillant, elle est tenue de quitter l'université américaine d'où son père donne sa démission sans la prévenir. Pour gagner sa vie, elle enseigne le français et les mathématiques à la Goutte de lait et au lycée français d'Héliopolis. De son union avec Helmi Sadek Khalil, naît le 16 novembre 1945 Amr David, à qui elle dédiera chacune de ses œuvres. Elle part en Europe pour faire soigner son fils. Là, elle rencontrera les plus grands professeurs de médecine. Son mari meurt accidentellement en 1950. Elle décide de quitter définitivement l'Égypte pour la France. Ses rencontres avec Suzanne Borel-Maisony et Gustave Guillaume seront déterminantes pour son parcours. Denis Sadek Khalil, choisie comme collaboratrice par Suzanne Borel-Maisony, comptera parmi les femmes qui sont présentes à la création du diplôme d'orthophonie en France. Le vaste champ de la parole et du langage donnera à chacune, dans des domaines différents et complémentaires, la liberté d'approfondir sa recherche et sa pratique auprès des enfants et des adultes en difficulté. Le respect mutuel et la clarté de leurs positions respectives maintiendront leur lien et leur collaboration jusqu'à la mort de Suzanne Borel-Maisony. Outre son intérêt pour toutes les disciplines concernant le développement et les acquisitions de l'enfant, sa quête d'une véritable compréhension de ce qu'est une langue ne cessera jamais. Elle trouvera un fil conducteur lorsqu'elle devint l'élève de Gustave Guillaume. Son assiduité permettra au fil du temps de construire son enseignement basé sur une connaissance solide de la psychomécanique du langage qu'elle adaptera à chacun. Jour après jour, jusqu'à son dernier souffle, Gustave Guillaume dira son estime et son amitié à celle qui aura fait de son œuvre, essentiellement théorique, un moyen de donner la parole et un statut à ceux qui, jusque-là, passaient pour des inadaptés. Pour Gustave Guillaume, la langue se fonde d'abord sur des structures mentales. Cette théorie n'a été acceptée que par quelques chercheurs. Et pourtant, cette conception a été démontrée encore et encore, et les preuves de sa justesse sont à la portée de tous. Il suffit de chercher là où elle se trouve, dans la vie et les œuvres d'une élève qui a su aller dans une autre discipline pour montrer que la langue n'est pas seulement une théorie, mais aussi une réalité vivante. La réussite professionnelle, scientifique, a été hors du commun. Les réussites thérapeutiques, la guérison de cas presque désespérés ont été trop nombreux pour qu'on puisse les expliquer par la seule bonté et le seul sens clinique. Denis Sadek Khalil a fait la preuve de la justesse d'une méthode fondée sur des bases linguistiques qu'elle a apprises auprès de Gustave Guillaume et qu'elle a approfondie et complétée tout le long de sa vie. Je donne le titre. Oui, s'il vous plaît. Ça s'appellera Perspective au pluriel. Ayant essayé de remonter autant que faire se peut, en aval de toutes les connaissances que j'ai pu acquérir sur l'intelligence humaine,
intelligence pris au sens premier du terme, j'ai trouvé que ce qui fonde la pensée de l'homme, et d'ailleurs toute pensée, c'est la faculté d'établir des relations. Faculté qui implique deux éléments simultanément perçus ou remémorés qui seront mis en relation. Dès le premier instant de sa vie, en effet, l'être humain établit des relations. Et ces relations portent sur tout le vécu, sur tout ce qui est perçu, senti, éprouvé, expérimenté et subi, tout ce qui fait qu'il est vivant et qu'il survit. Or, le nombre de relations possibles est limité, d'abord par le corps humain, par le fait qu'un enfant a son origine dans deux êtres humains, puisqu'il vit dans un milieu naturel et social particulier, puis qu'il vit dans un milieu naturel et social particulier lors d'une époque elle aussi particulière. Les relations qu'il établit, consciemment ou non, sont donc de tous ordres. Celles qui touchent à la connaissance, aux acquisitions lui permettant de vivre, qu'elles se fassent spontanément ou non, qu'elles soient empiriques, puis souvent enseignées d'ordre matériel, moral, psychique et ou intellectuel, ces relations sont en petit nombre et elles sont inévitables. Inévitables, incontournables, inévitables à la survie des peuples, inévitables dès qu'on pense, inévitables dès qu'on parle. Elles sont au fondement des langues, de toutes les langues, quelles qu'elles soient. C'est avec elles qu'une langue est construite. Les notions essentielles de la pensée, nommées consciemment ou seulement acquises par l'usage qui en est fait, en découlent. Ce sont par exemple l'espace et le temps, l'existence ou la non-existence, le nombre et la quantité, la qualité bonne ou mauvaise, le réel ou la fiction. Que ce soit dans une activité pratique, c'est-à-dire dans une technique, ou dans une réflexion scientifique, sciences exactes ou sciences humaines, ces relations qu'on établit sont en petit nombre. Si on définit leur nature, on les retrouve toujours quand elles sont rationnelles. Mais leurs utilisations sont innombrables, et la contrainte qui consiste à l'obligation d'y recourir laisse une grande et riche liberté dans leurs applications. La même liberté que l'on a dans la parole, parole de pensée ou parole dite, lue ou écrite, alors qu'on est contraint précisément par le système de la langue, ou plutôt le système des deux systèmes, comme l'a montré Guillaume, liberté seulement limitée par ce qui porte atteinte au système et à sa cohérence. C'est-à-dire qu'on est libre de tout dire, tout faire, à condition de ne pas porter atteinte au système de la langue. Essayer de définir l'essentiel de ces relations fondamentales, analysées et nommées depuis l'Antiquité dans de nombreuses langues, ne doit pas faire oublier que leur définition, comme tout autre concept, recouvre un champ sémantique souple, extensible, mouvant, que l'on peut généraliser ou particulariser. Cette dernière opération de pensée elle-même étant le fruit de ces relations. Pour plus de clarté, considérant par exemple la relation de cause à effet, elle est inévitable. On ne peut procéder dans la pensée sans faire intervenir la causalité. Elle intervient dans toute logique, dans tout raisonnement logique, même dans la logique si particulière qui est celle de l'inconscient. Dans cette logique-là, les symboles jouent leur rôle. Mais les symboles aussi, comme tout ce que produit l'esprit humain, émanent du pouvoir d'établir des relations. Toutes les mythologies, toute l'anthropologie, toute l'histoire des hommes l'attestent. À ne pas perdre de vue, et c'est essentiel lorsqu'il s'agit d'enfants, que toutes ces relations ne sont pas délimitées précisément, et que tout un chacun, pourvu qu'il ait une langue pour s'exprimer, ou même un quelconque langage interprétable, en dispose. Mais il dispose potentiellement de toutes les relations à la fois pour penser, par s'exprimer,
J'entends avoir la représentation du pensée et j'y inclus l'expression intérieure pour soi-même qui est faite de tout l'univers personnel, potentiel, de tout ce qui pourrait devenir dissible. Dès qu'il y a vie et survie dans un environnement la permettant la survie, ces relations inévitables dont l'enfant dispose à la mesure de son vécu ne deviennent conscientes que lorsqu'il sait d'abord qu'elles existent, même sans les identifier précisément. Il en tient compte dans ses activités et son comportement le prouve. Puis vient le moment où il a besoin de les exprimer autrement que par des actes, donc par un langage. Si aucune représentation spécifique n'est utilisable, s'il ne peut pas les nommer, il peut se les dire, puis les dire par l'évocation pour chacune d'un cas de vie qui sert de signe, de symptôme, exprimant en même temps que leur existence la forme de pensée qu'elles prennent. Ce cas de vie en devient presque symbolique. L'enfant loup, pour survivre, doit le savoir. Les enfants sourds profonds congénitaux, à qui on n'a pris aucun langage, aussi. J'en ai connu qui donnent le nom de la personne qui tentait de le leur enseigner, à chaque tentative d'évocation du mot, et il voulait dire Nicole, Marie, etc. Il nommait l'enseignante du moment où il avait compris de quoi il s'agissait. L'enfant sourd apprend sa langue, surtout en situation d'enseigner. D'apprenant, diraient certains, mais aussi pour une faible part autrement. L'enfant entendant peut, en percevant ce qui est dit, selon ce qui est dit en sa présence, mettre un nom sur les relations qu'il fait. Ces noms des opérations mentales recouvrent alors, avec plus ou moins de rigueur, de finesse, de richesse, selon la qualité de la pédagogie reçue, ces opérations. Tout être humain a la possibilité de disposer de toutes les relations qui forment la trame de la vie de son environnement, mais sa personnalité, dans ce cadre, joue son rôle. Désir, goût et dégoût, choix, tout intervient dans les relations que sa pensée privilégie, que son caractère favorise, que ses aptitudes orientent. Car présentes simultanément, elles sont pourtant hiérarchisées. Hiérarchisées, simultanées et successives à la fois, comme tout ce qui fait l'unité de l'être. On peut pourtant essayer de voir un peu plus clair dans cette hiérarchie. Considérant la première, la plus immédiate, mère de toutes les autres relations, celle que fait l'enfant dès sa naissance, car il ne peut pas ne pas la faire, je l'appellerai relation de proximité ou de contiguïté, association de la présence de la mère ou de la personne qui en fait fonction et de la tétée, association de certains bruits et de certaines odeurs ou encore d'autres sensations à ce qui s'ensuit. Or l'enfant se souvient. Son corps, son cerveau se souviennent du ressenti. D'emblée, il mémorise. D'emblée, la mémoire est là. En l'évoquant, le besoin peut alors devenir désir ou crainte. Le vécu peut devenir connaissance. L'inconnu devient connu. Très vite, cette relation de proximité s'élargit, génère la sensation d'absence ou de présence de ce vécu en l'enfant, de sommeil ou d'éveil à ce qui est. Puis s'étend se développe le champ des objets, entre guillemets, inconnus, devenus objets de connaissance, par le lien avec le plaisir et déplaisir, la quiétude ou la peur. La possibilité de deux représentations objet de la relation, au même moment suscite la comparaison et le début de ce qui fera le jugement de valeur premier spontané. Opération mentale quand même, les acquis qui en résultent sont d'une grande richesse. Il est facile d'en trouver des exemples, même chez le très jeune enfant.
La relation suivante, sans solution de continuité avec la comparaison ou la relation de contiguïté, est celle d'appartenance. Elle est chargée d'une forte affectivité. L'enfant apprend que sont à lui ses doigts qu'il suce, ses pieds qu'il porte à sa bouche, ou le sein de sa mère ou sa tétine, frustré, dépouillé quand on les lui retire. Cette relation devient plus complexe quand elle s'expand. Le verbe s'expandre n'est pas dans le dictionnaire, près du mot expansion, mais il conviendrait ici. Son expansion, son développement se traduira plus tard dans l'acquisition du langage. À moi, pas à toi, à qui, pour papa, pour maman, pour qui, alors ensuite deviendra possible, concevable, l'idée de but. Exemple, pourquoi faire, ou même d'intention, relation entre un fait ou un acte et son objet, son objectif. De l'appartenance au but, on est déjà passé à la représentation et à l'expression de quelque chose sans apparence matérielle, sans matérialité, relation purement abstraite que l'intention. À la généralisation s'ajoute l'abstraction, progrès merveillable. On nomme même le non-visible. Il existe, on peut nommer des sentiments, des souffrances, des désirs, des émotions. Il nous faut à présent parler du lien entre la cause et l'effet, car la relation de causalité réunit en elle tous les acquis précédents. On ne l'enseigne pas. Quand elle n'est pas innée, opérant dès le plus jeune âge, il y a pathologie. On peut alors la remplacer, on ne peut que la remplacer par des successivités qui doivent être à chaque fois apprises et considérées comme obligatoires. Des enfants sourds profonds de naissance, non démutisés, sans langage, savent, quand ils n'ont pas d'autres troubles, établir dans leurs actes les liens de causalité. Et des bébés sourds de 6 mois ou 7 mois comprennent très vite que s'ils appuient sur l'interrupteur, la lumière sera là, puisqu'ils l'ont vu faire. Il est clair que la causalité commence à être conçue dès le début par la relation de contiguïté qui recouvre alors celle de successivité. Le lien causal se forme dès qu'il est possible de constater qu'il existe des successivités aléatoires et d'autres qui ne le sont pas. L'enfant le fait très tôt. Le rôle du jeu, de certaines répétitions, de certaines expériences ou explorations est essentiel. L'expression de ce lien causal s'établit. Il se goûte, se savoure de toutes sortes de façons, et pour toutes sortes de motifs à l'âge du pourquoi. L'enfant s'en sert souvent. Parfois la cause requise n'est pas ignorée de l'enfant, mais il occupe ainsi l'attention, la conscience, de l'autre, en général les parents, et aussi pour dire j'existe ou occupez-vous de moi. Ils s'en servent donc pour comprendre non seulement ce qu'ils cherchent à comprendre, mais aussi pour confirmer le lien avec ceux qui l'interrogent et par leur regard sur lui sentir la place qu'il tient. L'expression, le dire du lien causal rendu possible, l'enfant peut déduire, raisonner par déduction ou induction, enchaîner les pensées, les assertions, conclure ou non, et peut acquérir alors science et culture. Les abstractions, une fois conçues, elles ne sont pas toutes d'emblée signifiées par des mots. Dans l'univers représenté dans la pensée qui se construit, elles peuvent être exprimées, évoquées par des circonstances vécues, des souvenirs, des éléments de souvenirs qui les ont portés à la conscience. Avant l'âge scolaire, parfois par le langage adéquat entendu ou lu, elles peuvent être nommées.
Il en est de même des relations fondamentales utilisées pour penser. Un enfant sait très bien comparer avant d'apprendre ce qu'est une comparaison. Il oppose avant d'apprendre l'opposition ou l'antithèse. L'ignorance des termes concession ou supputation ne l'a pas empêché de supputer ou de concéder dans la vie. Le premier mot d'un enfant qui commence à parler n'est pas toujours celui qui appelle sa mère ou la personne qui le materne. Le plus souvent, c'est non. Mais il n'est pas relevé, car le refus et ou la protestation sont généralement accompagnés de pleurs, de cris et de gestes et mimiques significatifs. Or, de ce non qui génère tout le négatif, négation, opposition, refus, absence, inexistence, c'est le germe, la racine de tout un monde de relations exprimables. Les relations-opérations de pensée ne sont pas des entités closes, précises, elles se conjuguent, s'associent les unes aux autres, se complètent ou s'empêchent, se favorisent ou s'excluent, car la vie est riche ou peut l'être. Elles peuvent être bien ou mal employées. On peut les appliquer à des domaines bien délimités et alors on avance, plus assuré vers ce qu'on appelle la vérité. On peut aussi les appliquer à des données moins définies, plus complexes, et parfois entrevoir alors des possibilités nouvelles de recherche. De leur enchevêtrement, de leur implication naît l'art. La poésie en est, tout art en est, mais toute réflexion rationnelle, dans toute recherche scientifique, en médecine comme en droit, en astronomie comme en histoire, en mathématiques comme en chimie, elles sont définies, reconnues, respectées, fondatrices des preuves, des déductions, des confirmations et des affirmations, parfois origine de découverte ou origine de la limite des conditions humaines. Avec elles, on se heurte au mystère du monde. Tout le monde a essayé de définir la pensée ou l'intelligence. Personne n'a donné quelque chose de satisfaisant. Il faut remonter très loin, très haut, à l'origine. Et l'origine, c'est la capacité d'un être humain à établir une relation. Pour établir une relation, il faut deux éléments. Donc il faut penser à deux éléments en même temps. Or l'être humain, l'enfant, le bébé, pour survivre, a besoin de pouvoir penser à deux éléments en même temps. À sa mère et à la tétée, à l'odeur du lait et au biberon. Il faut deux éléments, sinon il n'y a pas de relation. Or sans relation, il n'y a pas de survie. Et après, je montre qu'il y a une hiérarchie dans les relations et qu'elle génère tout ce qui est pensé. Tout. L'art, les sciences, tout. Et qu'elles s'enchevêtrent, qu'elles ne sont pas définies, que l'enfant, même quand il ne peut pas les exprimer, il les vit tout en même temps, il ne les vit pas une après l'autre. Elles sont là devant lui tout en même temps, comme tout le langage est là, avec le subjonctif est déjà là. Emmanuel employait le subjonctif à 2 ans. Elle ne le concevait pas, mais elle l'employait déjà à bon escient, parce elle pouvait faire la relation entre la situation et le subjonctif. La première chose que fait un enfant qui naît, c'est d'établir une relation. Et que sans ça, ce n'est pas un être humain. Pour établir une relation, il faut qu'il y ait deux éléments, pas un. Il y a une chose très importante que j'ai mentionnée, mais très rapidement, sur laquelle il faut insister. La langue, vous avez l'impression que vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous pouvez dire tout ce que vous voulez à condition que vous ne détruisiez pas le système qui fait la langue. C'est que toute liberté, elle peut être aussi riche, aussi grande, elle a des frontières. Le corps humain est une frontière à tout ce qui est possible de faire avec le corps humain. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre corps. Vous êtes tout à fait libre de bouger comme vous voulez, de pratiquer ce que vous voulez, mais vous avez la frontière du fait que vous êtes un homme qui est fait
qui est né de deux êtres humains et qui a des limites. Il faut respecter le système de votre corps. À ce moment-là, vous êtes libre. La liberté n'existe que s'il y a des frontières. Or, quelles sont les frontières de la pensée? Ce sont les limites de l'abstraction. Puisque la pensée est faite d'abstraction, ce n'est pas simplement une image, une photo de la réalité. Sinon, il n'y aurait pas de langage, il n'y aurait que des représentations. Eh bien, la limite, je l'ai trouvée, cette limite. Et elle existe dans la langue. Il faut chercher dans la langue quelque chose qu'on ne peut pas changer et qui est limité. Et ce sont les mots interrogatifs. En français, il y en a 9. En français, il y a deux sortes d'interrogations. Il y a l'interrogation avec un mot interrogatif. Ça porte un nom savant en grammaire, mais je ne le dis pas. Et l'interrogation sans mot interrogatif. Quelle est la différence? Or, il y a 9 mots interrogatifs. Comme il y a 9 parties du discours, 9 genres de mots, comme il y a 9, c'est curieux. Mais ça ne m'étonne pas, parce que 9, 8, 9, quand vous lancez des billes, aucun être humain ne peut dépasser 9 pour saisir d'un coup le nombre. C'est le 8, 9, c'est le nombre max. D'ailleurs, il n'y a que 9 chiffres. Qui a pensé à ce que je dis là? Personne. Personne n'a pensé au fait qu'un enfant doit penser 2 choses à la fois, établir une relation, et que ça fonde tout ce qu'on pense. Et que cette liberté de penser est limitée. Limitée par quoi? Par les abstractions dont les frontières sont les mots interrogatifs. Si je vous pose la question « Où habitez-vous » qu'est-ce que je vous demande? Votre adresse. C'est une question. Et il y a un mot interrogatif « Où ». Mais si je vous demande « Avez-vous un chien » qu'est-ce que vous pouvez me répondre? La réponse c'est oui ou non. Les questions sans mot interrogatif n'ont que cette réponse. Sauf si vous considérez la ligne, parce que tout est mouvement dans la langue, entre le oui et le non. Si je vous demande « Aimez-vous le chocolat ?» vous pouvez me dire « Ça dépend lequel ». Si je vous dis « Est-il venu ?» vous pouvez me répondre « Je ne sais pas ». Vous refusez la question. Vous expliquez que vous n'avez pas la réponse. Je ne sais pas, c'est ne pas répondre. Ça peut être entre le oui et le non. Peut-être je vous dis, êtes-vous fatigué? Vous dites un peu. C'est entre le oui et le non. Mais ça ne peut être que ça. Pour les autres, il y a une quantité de réponses possibles. Virtuelles. S'il n'y avait qu'une réponse possible, il n'y aurait pas de question. Et s'il n'y avait qu'une réponse possible, par exemple, cette femme n'a pas de fille, elle a eu un enfant. Vous n'allez pas me demander, est-ce que c'est un garçon? Il n'y a qu'une réponse possible. La réponse n'est pas pertinente, vous n'en avez pas besoin. Elle n'existe pas. La question n'a pas d'intérêt. Si vous dites de quelqu'un, il n'est pas là, vous n'allez pas poser s'il est avec nous. La question, c'est pas possible. Quand il n'y a pas de choix, il faut qu'il y ait au moins 2 réponses possibles pour qu'il y ait question. C'est impossible, autrement, on ne pose pas la question. Et si vous demandez, par exemple, quelle est la capitale de la Namibie, je ne la connais pas, ben, il y a une réponse possible, mais ça pourrait être 36 noms différents. Il y a toujours un choix. La réponse est toujours une personne. Si je vous dis qui vous a dit que telle chose est arrivée, il y a beaucoup de personnes qui auraient pu vous le dire. D'accord. Ou même personne. Si vous voulez mettre 0 comme réponse, aucune personne. Mais il s'agit toujours d'une personne. Et vous choisissez toujours dans un ensemble. Que ou quoi, c'est une chose. Oui. Que suivi d'un verbe, c'est une action ou un état. Que faites-vous là, vous
vous donnez une action, un état. Où, c'est toujours un lieu. Si je vous dis où habitez-vous, il y a 1000 possibilités d'adresse. Oui. Il y en a une qui est vraie, mais vous pouvez mentir. Mais vous choisissez une adresse parmi toutes les adresses possibles. Vous n'allez pas me dire j'habite dans la Lune. Vous allez me choisir une adresse quelconque, celle que vous voulez, soit la vraie, soit une fausse, ou plusieurs lieux, ou un petit groupe dans le grand groupe. Où sommes-nous? En France. Oui. Où est la France? L'Europe. Je demande le continent. Oui. Vous voyez comment c'est des ensembles. ensembles, c'est la théorie des ensembles, plus ou moins grands. Où est l'Europe? Sur la Terre. Oui. Où est la Terre? Dans l'espace, le cosmos. Où est l'espace? Là. Partout. Et la notion d'espace, l'abstraction est construite. Il n'y a d'abstraction qu'à partir de ces questions. Sur la Terre. Où est la Terre? Dans l'espace, le cosmos. Où est l'espace? Là. Partout. Quand c'est la même chose, on peut faire ce travail que je vous ai fait faire sur toutes les questions. Quand ça s'est passé, je peux demander une date, je peux demander une heure, je peux demander un siècle, je peux demander une ère. Dans tout ce qui est temps, vous devez faire choisir soit un petit ensemble, soit quelque chose. Mais la notion abstraite de temps est née de la question. Quand est né Napoléon? Qu'est-ce que je demande? Une date? 1770, c'est quand? Vous me dites à tel siècle. Ce siècle, c'est quand? C'est après la Renaissance, c'est après après la Révolution française, etc. Je vous demande toute une histoire. Mais la notion de temps, d'époque, ça peut être époque, date, temps. Cette notion abstraite, temporelle, correspond à la question quand. Combien? Il faut comprendre qu'on peut donner un nombre ou une quantité. Si je vous dis combien, vous pouvez me répondre beaucoup. Vous pouvez me répondre rien, et vous pouvez me répondre 3. Oh. Mais la notion de nombre et de quantité n'existe que parce que l'esprit humain s'est posé la question combien. Comment? Ça peut être le moyen ou la manière. C'est très différent. Comment êtes-vous venu? Vous me dites à pied, ou vous me dites en voiture, ou vous me dites à bicyclette. Mais si je vous dis comment ça s'est passé, vous me dites, oh très bien, il n'y avait pas d'embouteillage. C'est la manière. Et moyen, manière, tous les états et tous les moyens sont impliqués par le comment. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi? La cause ou la raison? Il y a une différence entre la cause et la raison. Parce que la raison implique toujours un être humain ou une volonté, tandis que la cause non. Pourquoi il n'est pas venu? Il est malade. C'est une raison, c'est une cause. Mais pourquoi il n'est pas venu? Ben, il n'a pas voulu. C'est une raison. Et après, il y a quel? La réponse à quel est toujours uniquement un choix. Quelle forme a la Terre? Ronde, un peu aplatie au pôle. Oui. Vous concevez, vous avez choisi parmi toutes les formes que vous pouvez exprimer, celle qui convient. Mais vous avez choisi. Quel goût a ce fruit? Ben, vous pouvez choisir dans tous les goûts que vous connaissez, vous choisissez ce qui exprime ce goût. Et puis, le mot goût ne vient que parce que vous avez le choix. Alors, qu'est-ce que... C'est le plus important de tous les mots. Des 9 mots, vous pouvez tous les supprimer, ne garder que quel. Au lieu de vous dire qui vous l'a dit, je peux vous demander quelle personne vous l'a dit.
Au lieu de vous dire où habitez-vous, je peux vous dire quel lieu habitez-vous. Au lieu de vous dire quand, je peux vous dire quelle date. Tout peut être, si vous avez fait l'abstraction, toutes les questions peuvent être remplacées par quelle. La réponse à quelle est toujours uniquement un choix. L'homme émet des sons à l'adresse de ses semblables et en écoute également. Ces sons véhiculent un sens, ou du moins quelque chose qui est entendu par d'autres. De plus, souvent, ce qu'il dit peut être transcrit par l'écriture et peut être lu, c'est-à-dire saisi et éventuellement oralisé. Dans quelles conditions ces émissions constituent-elles une langue ? Tout d'abord, elles sont volontairement émises. On peut se taire. Elles ont donc leur origine dans un désir d'émettre ou dans une pulsion. Donc, elles sont le plus souvent conscientes. Une part de liberté est ainsi à l'origine de ces paroles. Elles ont une forme reconnaissable au sein d'un milieu, d'une société, d'une civilisation. Ce ne sont pas n'importe quelles émissions. Une part donc d'instituer est indispensable et contraignante. Elles transmettent quelque chose d'intérieur au sujet parlant, d'évoquer à partir de ce qui se passe en lui, pensée, sentiments, rêveries. Elles sont donc une part de lui, constituante de sa personnalité, et en même temps le moyen de savoir qu'il sait qu'il est. Elles sont la libre activité, le savoir-faire en action qui est sous-tendu par un savoir. Ce savoir a donc été acquis. Transmissible, il est constitué d'un système que nous avons vu nécessairement institué, système rigoureux qui fonctionne comme un pouvoir, un potentiel. Ce système ne peut être fondé que sur les relations que l'esprit humain est capable d'établir à partir de ce qui est perçu de l'univers. Mais ces relations, cette mécanique institutionnelle, s'applique avec de plus en plus d'économie au résultat des distinctions et des rapprochements déjà établis. Ce qui signifie que la langue évolue en même temps que la culture de ceux qui la parlent, ou encore qu'elle est vivante. Vivante, ouverte, elle va vers une plus grande abstraction sans jamais perdre son enracinement dans le réel. Elle va donc toujours dans le sens d'une puissance accrue. Et comme elle est humaine, comme l'homme, elle est utopiste, et par elle, avec elle, il essaie de dire l'indicible. Cette page devrait être lue, relue et longuement méditée par tous ceux qui veulent comprendre ce qu'est le langage.